Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de février 2024. Alors, ce mois-ci, j'en ai 8 à vous présenter. Du grand format, de la BD, du poche. C'est assez varié. On va pas traîner parce que, à mon avis, ça va blablater encore pas mal. Donc, allez, on commence tout de suite. Première lecture à vous présenter, Les Enfants du Serpent de Clarence Pitts, aux éditions Phénix Noir. Alors, ici, nous sommes entre le Congo et Bruxelles. Donc en fait, on va retrouver dans la rue un homme à qui on a arraché les yeux et du coup, le flic sait très bien qu'on va parler du gang des arracheurs. Ce gang même qui doit être, très bientôt, en tout cas l'un d'entre eux doit être jugé au tribunal de Bruxelles très bientôt. Et donc, il va mettre ça en parallèle avec 5 ans auparavant au Congo, quand ce gang sévissait déjà dans des petits villages autour des mines d'or, autour de toute façon de tout ce qui était isolé. Ce groupe sévissait, il arrivait dans les villages, il violait les femmes, il violait les filles, il tuait les hommes, il leur arrachait les yeux, enfin bref, c'était quelque chose de très violent. Et donc ce flic va faire le parallèle entre ce qui se passait au Congo et ce qui arrive dorénavant à Bruxelles. Et donc on va les suivre dans toute une histoire entre ce qui s'était passé au Congo, entre ce qui se passe maintenant à Bruxelles et le lien qu'il y a entre les deux. Voilà. J'ai trouvé que c'était hyper bien mené. Alors, c'est quand même quelque chose de très rythmé, avec une alternance du temps, des lieux, des personnages. On est vraiment sur quelque chose de très rythmé, au point que même des fois, j'ai dû revenir un petit peu en disant attends, on est à quel moment là? Parce que du coup, j'étais perdue entre ce qui se passait là et ce qui se passait 5 ans auparavant. Et des fois, ça me perturbait un petit peu, mais tellement c'est rythmé, tellement c'est... ça avance tambour battant, on n'a pas le choix, on est pris dedans, comme dans une histoire vraiment très captivante. Et en fait, on n'a pas le choix que d'y aller, on n'a pas le choix que de foncer dans tout ça pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, c'est très bien écrit. On va pas se le cacher, c'est pas écrit avec les pieds, hein, clairement. C'est très très bien écrit. J'ai trouvé que c'était vraiment très fouillu. On sentait que l'auteur, elle avait été chercher des informations très intéressantes, très pointues sur ce qui avait pu se passer. Alors je sais pas du tout comment elle a bossé, mais alors pour pas se perdre dans tout ce micmac des gens qui vont au Congo, qui en reviennent, qui repartent, il fallait vraiment être très pointilleux et j'ai trouvé ça vraiment, en tout cas très très bien mené, quelque chose de logique, quelque chose qui suit une voie normale et avec une dose de stress qui est en constante augmentation jusqu'à un final vraiment marquant, vraiment poignant et vraiment dans la continuité en fait de cette histoire. On n'est pas sur un roman à l'eau de rose, on est vraiment sur quelque chose de très noir et vous allez vite vous rendre compte à quel point l'espèce humaine est la pire espèce sur Terre. Et vraiment, je pense que Clarence Pitts arrive à nous le montrer là, en tout cas, à nous montrer à quel point l'espèce humaine peut faire des horreurs aux autres, à elle-même. Mais c'est quelque chose de fou, de très noir. Et alors, même si j'avoue avoir bien plus apprécié la partie de nos jours à Bruxelles, pouvoir nous plonger comme ça, en tout cas de cette façon-là, si vraisemblable, si réaliste, dans ce Congo d'il y a 5 ans où dans ces petites cahutes, dans ces petits villages qui sont vraiment maltraités, qui sont pillés, qui sont complètement mis à sec, et ben j'ai trouvé que c'était vraiment très réel.
qu'on avait vraiment cette impression d'être dedans et c'est d'autant plus flippant. Donc en tout cas, c'est un roman que je vous conseille. Moi, j'ai beaucoup aimé. On n'est pas sur du coup de cœur, mais c'est mon côté qui a beaucoup de mal avec les polars qui se passent d'une manière générale de toute façon en dehors de la France. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Il faut que j'arrive à ouvrir mes chakras, mais le côté Afrique m'a plu et en même temps, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc du coup, j'ai envie de dire que pour la découverte, c'était génial, que ça m'a vraiment fait passer un excellent moment de lecture, mais ça n'a pas abouti à un coup de cœur. Par contre, c'était une excellente lecture. Ah, clairement, le style est parfait, l'histoire, elle est hyper bien menée, vraiment, voilà, moi je vous le conseille complètement. Suite à ça, j'ai lu Le Philatéliste de Nicolas Feuze. Donc c'était pour moi une première découverte de cet auteur qui venait donc aux Mines Noires et que je voulais absolument découvrir. Donc dans Le Philatéliste, on rencontre un tueur en série qui en tout cas a une façon bien à lui de signer ses meurtres. Il laisse donc, en fait, il envoie des colis avec un timbre-poste en chair humaine. Et tout démarre de là. Je ne vous spoile rien, ça démarre là dans les 20 pages, comme ça, un colis avec un timbre-poste en chair humaine. Et l'enquêtrice Anna Barthomeu, elle est saisie de l'affaire. Alors il faut savoir qu'Anna Barthomeu, elle était souffrante, elle devait se faire opérer, et elle a un passif assez compliqué dans la police, on veut plus trop lui confier d'enquête, et du coup c'est elle qu'on met dessus parce qu'on n'a pas le choix. Et en fait j'ai beaucoup aimé ce personnage d'Anna, qui est très humain, qui est très sympa, qu'on a envie d'aider, qu'on a envie de soutenir, et qu'on voit foncer tête baissée dans cette histoire, mais complètement folle, et on se dit, mais est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'elle va réussir à se faire opérer quand même? Est-ce qu'elle va trouver qui est le meurtrier et comment il s'y prend? Et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est très très bien écrit, c'est vraiment très sympa. L'histoire, elle est très addictive, on est vraiment dedans du début à la fin. On a envie de savoir ce qui se passe. On sent qu'il y a quelqu'un qui est louche, qui est bizarre dans ses réactions, dans ce qu'il fait. On se dit, tiens, c'est bizarre. En fait, l'auteur joue vraiment avec nous parce qu'il nous fait prendre des vessies pour des lanternes, faut dire ce qui est. Il essaye de nous manipuler en essayant de nous faire croire que tel personnage, est-ce qu'il est vraiment honnête ou pas? On se pose plein de questions au fil de la lecture et du coup, on a envie de savoir, on veut savoir où est-ce que lui voulait nous emmener, on veut connaître le dénouement et moi j'ai beaucoup aimé. En plus, du coup, j'ai fait la rencontre de Nicolas Feuze aux Mines Noires et c'est une personne qui est absolument adorable, qui est vraiment très agréable. Et c'est un auteur que je relirai à coup sûr parce que vraiment, moi, il m'a beaucoup plu dans cette histoire-là. J'ai beaucoup aimé ses personnages, j'ai beaucoup aimé sa façon de tourner le truc, sa façon de nous amener dedans, etc. Donc, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore lu, moi je vous le conseille, foncez sur Le Philatéliste. J'ai ouï dire que il aura peut-être une autre nouveauté cette année. Donc Le Philatéliste, je crois, date de fin 2023, donc normalement fin 2024, on devrait avoir une nouveauté, donc c'est l'occasion, foncez dessus et laissez-vous embarquer là-dedans. Le prochain. Comment vous en parler de celui-là? J'ai lu Les Poupées d'Alexis Lepsker aux éditions Michel Lafon. Alors là, attention mes aïeux, quelle claque! Absolument génial, énorme coup de cœur pour Les Poupées. C'était le premier roman d'Alexis Lepsker que je lisais. Donc pareil, Alexis Lepsker qui est venu aux Mines Noires, je voulais le découvrir.
Et en plus, c'est tombé que j'ai commencé les poupées un peu sur le tard. Donc, j'étais en cours de lecture quand le salon est arrivé. Et du coup, comme j'avais énormément de route à faire ce week-end-là, j'ai pris les poupées aussi en audible. Et j'ai donc poursuivi ma lecture entre la lecture écrite et la lecture audible. Donc j'avançais sur les chapitres où j'en étais selon l'un ou l'autre. Et j'avoue que ça m'a donné une dimension différente et complémentaire, très très appréciable. Alors, j'ai choisi de commencer par les poupées, parce qu'il en a écrit 2 autres avant, Le Mangeur d'âme et Avec votre esprit. Et ces 2-là ne parlaient pas des personnages qui sont là-dedans. Donc j'ai commencé les poupées pour pouvoir être le plus possible dans les nouveautés d'Alexis Lebsker. Avec les poupées, on part à la rencontre donc de Victor Venturi, qui est commissaire, et de Olivia Montalver, qui est psychiatre ou psychologue. J'arrive jamais à retenir l'un ou l'autre. Bref, elle est psy. Et elle est psy spécialisée justement sur les tueurs en série, sur tout ça. Et donc, en fait, ils vont découvrir, donc pas eux, mais une autre équipe va découvrir un charnier dans une chapelle abandonnée. Alors vraiment charnier avec des personnes qui sont là depuis des années, des mois. J'ai un doute. Je dis que des années, ça fait long quand même. Pas des années, des mois. Qui sont là depuis des mois et qui sont à l'état de putréfaction. Ça pue, c'est dégueulasse. Alors ils ont été recousus. On voit que ils sont nus dans des positions spéciales, etc. Et donc forcément, on va essayer de découvrir ce qui s'est passé. J'ai adoré le complément des 2 personnages. En vrai, pour moi, les 2 personnages, donc Venturi et Montalver, font à eux 2 toute l'histoire. Alors, le côté tueur en série est très intéressant parce que c'est un sujet un peu tabou. On va essayer d'aller creuser le pourquoi ces personnes-là. Donc, en fait, ils vont remonter la piste, ils vont essayer de leur trouver des points communs, etc. Mais ce duo, mais c'est toute l'histoire. C'est génial. C'est embarquant. C'est addictif. C'est absolument génial. Mais parce que dès le départ, on s'attache à eux. Dès le départ, on les aime. Mais moi, Victor Venturi, il a eu des notes de sarcasme qui m'ont fait sourire, voire même rire. Cette répartie qui est entre le commissaire bourru et grognon et cette petite psy toujours souriante, agréable, très solaire, mais qui se laisse pas faire. Et j'ai adoré cette façon dont ils ont eu de se dompter un peu l'un l'autre, de se renvoyer la balle, de se répondre, et c'est vraiment ce lien entre les 2 personnages qui fait énormément du bouquin. Mais j'ai adoré. Il est rentré dans mon top des duos préférés avec Charcot et Henbel, Man et Hélin. Et là, on a Venturi et Montalver, qui sont vraiment 2 personnages auxquels je me suis énormément attachée. Donc forcément, à côté de ça, on suit cette énigme, cette enquête. On va essayer de comprendre pourquoi quelqu'un a fait ça et surtout essayer de l'empêcher de recommencer. Et c'est là que c'est très très intéressant parce qu'il a quand même remonté une certaine psychologie de ce tueur en série, de savoir pourquoi il avait fait ça et de savoir ce qui pouvait se passer dans sa tête. Mais quel plaisir, quel bonheur. Mais c'est très bien écrit. On est sur quelque chose de très vif, de très dynamique, des passages qui sont un coup dans la réflexion, un coup dans l'action. On a quelque chose des chapitres courts, donc forcément ça donne envie d'avancer encore et encore et encore. Mais en tout cas, moi j'ai adoré, clairement. Très gros coup de cœur pour les poupées.
Et vous verrez, je vous en parlerai la prochaine fois. En mars, j'ai lu Hurlement, qui donc est la plus ou moins suite. C'est deux enquêtes complètement différentes, mais dans Hurlement, on retrouve Venturi et Montalver qui sont là-dedans. Et énormissime. Je vous en parle le mois prochain, sur ma prochaine vidéo en tout cas. Et mais voilà, mais c'est un énorme coup de cœur, une superbe découverte. Si vous ne connaissez pas encore, allez-y, foncez. Vu que j'étais bien partie dans le costaud et le dégueulasse, je me suis dit, bah tiens, on va continuer sur la lancée, mais un peu différemment. Donc je suis partie sur le tome 1 de RIP, d'Eric, Je ne survivrai pas à la mort. Donc là, on est sur c'est une BD, c'est du graphique, voilà. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6 tomes de sortie. Moi, j'aime beaucoup. En vrai, j'aime beaucoup la façon dont c'est dessiné. Les couleurs sont très jolies. Ah, c'est un peu gore, hein. Donc là, en fait, avec Derrick, on est sur des nettoyeurs de scènes. Alors, c'est pas des crimes, mais c'est des gens qui sont morts. Donc, des fois, il y en a qui sont morts de mort naturelle, mais depuis très longtemps, depuis des années. D'autres, ils se sont pendus, ou d'autres qui sont décédés d'une crise cardiaque. Et il faut nettoyer les locaux pour pouvoir les rendre. Et donc, Derrick fait partie de cette équipe qui va nettoyer les scènes, les lieux où on a retrouvé des personnes décédées. De base, le pitch n'est pas très gai. Les dessins ne sont pas très gais non plus, mais ils sont très très bien foutus. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de pouvoir me prendre le 2e tome qui va... donc reprendre un des personnages qui était déjà dedans. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très sombre. Je trouve que, alors ils ont, au niveau des dessins, il y a vraiment un côté très humain. Et en même temps, il arrive à les déshumaniser avec certains traits de visage qui sont vraiment poussés à leur extrême, qui font qu'on voit bien que c'est pas du dessiné d'un moment présent qui a vraiment existé. On voit bien que c'est de l'imaginaire quand même, mais, et encore heureux, parce que c'est très très sombre, c'est très glauque, c'est très bizarre, mais ça marque, vraiment, ça marque bien les esprits. C'est quelque chose de différent. J'ai beaucoup aimé vraiment cette différence par rapport à d'autres BD. On est en plus quelque chose d'assez épais. On est sur du 110 pages. Donc 110 pages pour une BD comme ça, c'est vraiment pas mal. Et j'ai mis un petit moment quand même à la lire. À un moment donné, je l'ai refermée, je l'ai reposée. Et c'était le temps, voilà. J'ai attendu une petite demi-heure, 1 heure, et puis je m'y suis remis. Mais il y a quand même des passages qui sont très sombres, très très glauques. Ouais, je pense que le glauque, c'est vraiment le terme qui revient là. Quelque chose que... une thématique déjà qu'on voit très peu et finalement très très intéressant, hein. Vraiment, en tout cas moi je vous la conseille vraiment, cette BD là est vraiment top. Et de mémoire, alors je vais pas vous dire de mémoire du coup, le tome 2 c'est Maurice, le tome 3 c'est Ahmed, le tome 4 Albert, enfin bref, c'est des gens qu'on voit déjà dans ce tome 1. Donc là, apparemment, il y a 6 tomes déjà de sortie. Donc c'est peut-être l'occasion de varier un petit peu les lectures et de vous faire plaisir. J'ai ensuite lu... Ça va pas être une chronique plaisir, hein, celle-là. J'ai lu Demain disparu de David Coulon. Alors... David Coulon, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un auteur qui écrit des romans qui sont très noirs, très sombres, très glauques. J'ai déjà lu plusieurs romans de lui que j'avais beaucoup aimé. Là, on retrouve son style un peu différent et finalement, avec moi, ça l'a pas trop fait. Alors, pourquoi ? Je déteste devoir faire ce genre de retour. C'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile de vous faire ce genre de retour que de vous faire des retours hyper positifs. Alors, il faut bien peser mes mots. Globalement, on retrouve son style. Globalement, on retrouve le style de David Coulon avec des phrases qui sont bien souvent très courtes, avec des fois un seul mot.
Et pourtant, cette fois, il a quand même romancé un peu, fait des phrases beaucoup plus longues entre deux, et essayé de construire quelque chose de qui avait moins sa patte, peut-être. Bref. Ce qui a flanché pour moi, c'est pas le style, parce que c'est son style et que c'est un style auquel j'adhère. C'est l'histoire et les personnages. Et là, ça a été très compliqué. On est avec Leaf et Romuald qui partent manger chez des amis dans un petit village complètement perdu, avec une grosse tempête qui est en train d'arriver, et ils y vont en se faisant plus ou moins la gueule tous les deux. Ils se sont encore engueulés, Leaf elle en a marre, elle veut le quitter, elle en peut plus, et par contre, elle est enceinte, et lui le sait pas. Alors, je vous spoil rien. Voilà, déjà c'est marqué sur la 4e de couverture, et ça apparaît dans les 20-30 premières pages. Donc on est sur quelque chose de tout de suite. Voilà, tout de suite on sait qu'elle est enceinte, tout de suite on sait qu'ils n'ont pas envie d'aller dîner là-bas, on sait que c'est un petit truc isolé, ils comprennent pas pourquoi leurs amis sont venus sont venus s'enterrer dans une maison, dans un truc aussi paumé. Et donc ils arrivent à ce dîner, et déjà le mari est bizarre. Déjà, le gars qui les accueille, leur ami, est bizarre. Quand il sort, il fait des réactions. Il a des réactions bizarres. Ils entrent dans la maison, et dans la maison, il y a 2 adolescents, des voisins, qui sont là aussi, qui n'étaient pas prévus, et qui commencent à décider un petit peu de qui doit faire quoi. Ils commencent à donner des ordres et tout, et ils sont étonnés de voir que leurs amis ne disent rien. Et donc, tout démarre de là. Et Leaf, elle va devoir faire face à ce qui se passe face à elle, aux réactions des personnes qui sont en face d'elle, en même temps au fait qu'elle porte un bébé, donc elle n'est pas toute seule à gérer, et c'est pleine tempête, c'est un village complètement paumé, qu'est-ce qu'elle va faire ? Il va se passer plein de choses, hein. C'est plein de rebondissements, ça c'est sûr. Il se passe des trucs complètement, des fois, ahurissants. Je pense qu'il y a pas mal de messages cachés, peut-être que je suis même passée à côté de ces messages cachés. C'est peut-être même évident pour certains. Et j'ai cordialement détesté le personnage de Leaf, qui m'est sorti par les trous de nez, je ne pouvais plus la piffrer, que ce soit dans ses réactions, que ce soit dans sa façon de penser, mais complètement hors jeu. Alors vraiment, elle m'a horripilée, elle m'a agacée dès le début, et ça passait pas. Et en fait, j'avais pas cette logique, je comprenais pas cette façon de dire ok, il y a des adolescents qui nous parlent mal, ils nous disent quoi faire, on le fait. Bah non, en fait. À quel moment t'arrives chez tes potes, t'as des adolescents qui te parlent mal, tu te dis ok, on laisse pisser. Bah non. Enfin, mais j'avoue que vraiment, et en fait j'ai trouvé ça mais tellement pas logique que peut-être que je me suis bloquée ou braquée tout de suite, et que c'est con, peut-être que j'ai pas du tout apprécié à sa juste valeur ce bouquin, mais du coup ça m'a vraiment bloquée. Et tout ce qu'elle faisait, ça me passait partout, ça m'horripilait, ça m'agaçait, et j'arrivais pas à l'aimer, et c'était limite, il t'arrive ça, c'est bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à réagir autrement. Et du coup, plus ça allait, plus il en rajoutait sur ce qui se passait, plus je trouvais ça mais invraisemblable, complètement tordu, et à aucun moment j'y ai cru. Autant dans un de ses précédents bouquins, je sais plus c'était lequel, j'ai plus le titre, qui était sorti je crois chez Cosmopolis, on avait un gars qui sortait de prison et qui tombait dans un garage où il se passait des choses bizarres. Enfin, ok, à la rigueur, en vrai, c'était écrit d'une façon où ça tenait la route. Mais là, j'ai pas eu le...
ah, j'ai pas eu le truc, vraiment. Et c'est dommage parce que j'apprécie beaucoup David Coulon, parce qu'il a déjà écrit plein d'autres livres que j'ai adorés, mais j'avais eu des coups de cœur sur certains bouquins, tellement c'était bon au niveau de l'histoire, etc. Mais alors là, son personnage de livre, mais au secours. Au secours. Je sais pas ce qui lui est passé par l'esprit, à aucun moment on réagit comme ça. Et en tout cas pour ma part, en tout cas moi j'ai trouvé ça irréaliste. Et du coup ça m'a gâché un peu ma lecture parce que j'ai vraiment pas accroché au personnage principal et que j'avais aucune envie de la retrouver et que plusieurs fois j'ai soufflé pendant ma lecture. Je me suis dit, oh là là, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai grogné. En vrai, alors j'ai beaucoup réagi, j'ai été jusqu'au bout parce que il y a quand même cette pointe de curiosité qui se dit, allez, vas-y, fais-la crever de la façon dont t'as envie, amuse-toi. Mais non, il va jouer avec, il va jouer avec, il va jouer avec, et on est obligé d'aller jusqu'à la fin pour essayer de savoir pourquoi il joue avec autant que ça, pourquoi est-ce qu'il lui fait vivre tout ça, et, euh, et on veut savoir au final si elle va survivre à tout ce qui lui arrive, parce que en vrai, mais il y en a plein, et dans ces cas-là, nous on aura abandonné au bout de 20 pages, quoi. Au bout de 20 pages, on aurait dit, ah vas-y, c'est bon, c'est pas possible. Je sais pas. Il y a eu un truc qui est pas passé. Et c'est dommage parce que je maintiens que le style est vraiment bon, que ça reste du David Coulon. Et pour autant, l'histoire, pour le coup, ça l'a pas fait. Alors je suis sincèrement désolée. Je me dis que peut-être ça peut éveiller certaines curiosités de votre part à vous. En tout cas, si vous tentez, mais allez-y, essayez. Et surtout, n'hésitez pas à venir commenter la vidéo ou m'envoyer un MP en me disant, mais attends, moi j'ai kiffé, je vais t'expliquer pourquoi. Ok, vas-y, aucun souci, avec plaisir. Je veux bien comprendre pourquoi est-ce que j'ai vu passer autant de coups de cœur sur ce bouquin et pourquoi pour moi ça ne l'a pas fait. Donc n'hésitez pas et en tout cas si vous osez, si vous l'avez dans votre palle, euh, voilà, allez-y et racontez-moi pourquoi vous aimez et pourquoi est-ce que racontez-moi qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai pas compris, quels les sens cachés que j'ai peut-être pas vus, j'en sais rien, mais expliquez-moi. Vu que j'étais partie sur la bonne voie, sur les trucs très gays, tout ça, je me suis dit, tiens, dis donc, si on lisait Le Consentement de Vanessa Springora, bah oui, évidemment, c'est quelque chose de très gai. Alors celui-ci, je me le suis fait offrir à Noël par une amie, et, euh, et donc, parce qu'en fait, j'étais curieuse, tout simplement. Je n'ai pas vu le film, faut dire que je suis pas forcément hyper télé, et c'est pas forcément un film qui m'attire non plus. Moi, j'aime bien les films pour m'évader, pour quelque chose de grandiose, de spectaculaire, de vraiment ouf. Donc forcément, là, vous allez me dire, oui, ça pourrait être d'utilité publique, je suis d'accord. Mais pour le coup, c'est pas le genre de film du tout que j'ai envie de voir. Par contre, ça a quand même éveillé ma curiosité de lectrice. Et en tant que lectrice, par contre, je peux lire de tout. Donc j'avais envie de découvrir qu'est-ce qui se cachait derrière ce bouquin. Alors, on va tout simplement parler du consentement. L'auteur nous parle d'une partie de sa vie à elle, donc on est vraiment sur un récit autobiographique, où elle était jeune, 13-14 ans, et où elle est tombée dans les mains d'un pervers narcissique beaucoup plus âgé qu'elle, qui avait 40 ans de plus qu'elle, et qui l'a intimidée, qui l'a forcé, c'est dur de poser les mots là-dessus. Qui l'a obligé, qui l'a manipulé. Voilà. On est vraiment là-dessus et sans rentrer dans le malsain, sans rentrer dans le glauque ou dans le privé, vraiment l'intime, elle nous raconte comment finalement elle s'est fait manipuler, le pourquoi elle en est arrivée là, qu'est-ce qui se passait dans sa tête à elle, qu'est-ce la façon dont elle s'est rendue compte aussi de cette manipulation et cette différence d'âge finalement qui a beaucoup joué,
tant au début sur les moments où elle en était folle et le temps après sur ces moments où elle s'est rendue compte à quel point c'était malsain. Et je pense que c'est un livre qu'on devrait faire lire aux lycéens. Collégiens, ils sont trop jeunes. Mais je pense que c'est un livre qu'il faudrait faire lire aux lycéens pour leur apprendre vraiment ce qui se passe et comment ça peut être perçu, leur faire peut-être se rendre compte de certaines choses et de certains comportements qui peuvent ne pas être bons. Je pense que ça serait important qu'on le mette en tout cas plus en avant auprès des jeunes, auprès des jeunes adultes. Et c'est un roman qui est marquant, c'est un roman qui est poignant, c'est même pas un roman, c'est un récit. Même si clairement c'est pas écrit avec les pieds, on est vraiment plus sur quelqu'un qui se livre de ce qui lui est arrivé plutôt que sur quelqu'un qui fait juste un bouquin pour vendre. Elle veut se libérer de ce qu'elle a vécu en le transmettant par le livre. Et, euh, et c'est dur, clairement, c'est dur. Alors, moi, j'en suis pas non plus ressortie complètement chamboulée, retournée en pleurs, etc. Mais j'en suis ressortie marquée. Et je pense que, bah, mine de rien, ça fait quand même quelque chose en plus qu'on peut apporter à nos enfants, qu'on peut apporter un savoir supplémentaire en disant attention quand même, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver n'importe où. Et c'est tellement réel parce que c'est vraiment arrivé que forcément on comprend que c'est pas juste de la fabulation. C'est pas quelqu'un qui va nous sortir d'une histoire complètement tirée par les cheveux pour faire parler d'elle. C'est vraiment quelque chose de vrai et ça donne encore plus de force au récit parce qu'on sait que à quel point c'est véritable et à quel point ça peut être nocif, à quel point ça peut être dangereux, à quel point ça peut être noir et difficile de se sortir de ce genre de situation. Donc vraiment, moi, je l'ai lu, vraiment par curiosité. Il n'y a absolument rien de malsain dans ce bouquin. On n'a aucune description de scène intime, on n'a aucune description de violence, etc. De violence sexuelle ou quoi. Donc clairement, on n'est pas là-dessus. Et c'est en ça que je pense vraiment qu'on devrait pouvoir le faire lire aux lycéens parce qu'on n'est pas sur de la violence gratuite, on est vraiment sur du ressenti, du sentiment et surtout sur la façon dont ça joue sur l'intégralité de sa vie à cause d'une personne qui l'a manipulée pour pouvoir la posséder et c'est en ça que c'est malsain et je pense que c'est intéressant qu'on sache. C'est intéressant de savoir ce qui se passe et que ce genre de choses n'arrive plus. Et pour ça, c'est bien d'avoir des témoignages comme ça qu'on puisse découvrir et qu'on puisse partager. Donc du coup, voilà mon avis sur le consentement. Plusieurs personnes m'ont même dit d'ailleurs qu'ils étaient étonnés que j'aille vers ce genre de livre. Mais oui, autant vers ce genre de film non, mais ce genre de livre oui. Et donc il m'en reste 2 à vous présenter. Le deuxième livre que j'ai tiré sur la palle du hasard, c'était La promesse de Friedrich Dürrenmatt aux éditions Totem. Donc celui-ci, donc c'était La palle du hasard de février. C'était le numéro 4, je crois. Et donc dans ce roman, on est avec une petite fille qui est retrouvée morte dans les bois. Alors, je voudrais... Ouais, on est en Suisse, c'est ça. On est en Suisse. Et donc, la petite fille, elle est retrouvée morte dans les bois. On arrête quelqu'un. On le soupçonne tout de suite parce que c'est un vendeur de passage. On arrête cette personne et cette personne va se tuer. Et le flic de l'époque qui se charge de l'enquête avait fait la promesse à la mère, il avait promis juré qu'il retrouverait l'assassin de sa fille et qu'il serait condamné. Sauf qu'en fait, cette personne qu'ils arrêtent, le flic il doute. Lui-même doute que ce soit vraiment lui l'assassin. Et en fait, il va se...
il va vouloir aller au bout de l'histoire. Il va vouloir aller au bout et être sûr que c'était vraiment lui l'assassin. Et il va se donner corps et âme dans cette histoire. Il va se donner corps et âme dans cette enquête pour trouver l'assassin parce qu'il a promis. Donc on est vraiment sur une histoire de jusqu'où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où un flic peut aller, par promesse envers les parents de retrouver l'assassin de leur fille. Et alors, c'est un vieux roman, je ne sais plus en quelle année il est paru la première fois. Là, moi, j'ai un copyright de 1986, mais il me semble que c'est plus vieux que ça. 1957-58 de mémoire. Donc ce roman est quand même très vieux et on le ressent dans le style de l'auteur. C'est très plat. On est vraiment sur quelque chose de très plat. De base, on est avec deux hommes qui discutent et il y en a un des deux, du coup, qui raconte à l'autre ce qui s'est passé dans cette histoire. Il dit, ah bah tu vois, ce gars-là, je le connais, je vais te raconter son histoire. Et du coup, c'est très plat. En fait, c'est des faits. Il raconte ce qui s'est passé. On n'est pas sur un suspense terrifiant, sur quelque chose qui vous prend aux tripes tout le long, etc. C'est vraiment quelque chose de poignant sur l'intégralité du bouquin, sur ce qui arrive à ce flic, sur ce qu'il est prêt à faire pour aider à découvrir qui est le véritable tueur de cette petite fille. Et alors c'est très bien écrit à sa façon en fait, c'est écrit d'une façon différente de ce que moi j'ai l'habitude de lire. Et ça m'a un peu sorti de ma zone de confort, ce qui n'était pas plus mal finalement. Et moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Ça a été une très très bonne lecture. Alors je n'en suis pas sur le coup de cœur, mais ça a été une très très bonne lecture, une très bonne découverte. C'est une autre façon de mener une enquête. C'est une autre façon de mener le truc mais c'est super intéressant. On a envie de savoir, on a envie de comprendre surtout pourquoi il en est là, pourquoi il veut aller dans ce sens-là. Et on cherche à savoir et on va voir jusqu'où le flic est prêt à aller et c'est flippant. C'est vraiment flippant et surtout cette fin où on comprend tout. Cette fin où on comprend tout, le pourquoi, le truc, et c'est là que vraiment il y a ce... Ah ouais, et on referme le bouquin, on est content de l'avoir lu, on est vraiment satisfait d'être allé au bout de cette histoire qui en plus n'est pas très longue, hein. Je crois que c'est du 200, même pas, 180 pages. Donc ça se lit super vite et on est vraiment dans un autre... on est ailleurs. Moi je me suis mais vraiment plongée dedans et je me suis sentie ailleurs à chaque fois que j'étais dedans, comme si je sautais dans le livre et que j'allais vraiment avec eux. Et j'ai trouvé vraiment que c'était assez immersif comme style d'écriture. Vraiment comme si on me racontait cette histoire à moi aussi. Comme si j'étais là pour l'entendre en parler. Comme si je découvrais aussi ce qui s'était passé à ce moment-là. Et ouais, franchement, c'était une très très bonne lecture. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Et si vous avez l'occasion, sortez-le de vos pales, achetez-le, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment génial. Ça mérite d'être lu, vraiment. Et on va finir sur quelque chose d'un peu plus joyeux, mais qui me tient un peu plus à cœur que d'habitude. J'ai lu, très rapidement évidemment, Chère mamie, tu vas rire de Virginie Grimaldi. Alors, c'est le 3e Chère mamie. Il y avait eu un Chère mamie et un Chère mamie, je suis en vacances, ou je sais plus c'était quoi, bref, il y avait... C'est le 3e Chère mamie que Virginie Grimaldi sort. Moi j'adore cet assemblage de photos, voilà par exemple, photos associées à la lettre qu'elle écrit à sa grand-mère. Et c'est toujours plaisant, agréable, on voit des petites photos comme ça de sa vie à elle. Voilà, des petits trucs, des petits moments. Et bien souvent, la photo est en lien moi, je trouve ça génial. En vrai, il y a pas mal de petites histoires, de petites lettres comme ça où je retrouve l'humour de Virginie Grimaldi. Et je rigole bien souvent de ce côté un peu décalé qu'elle a.
Une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est que cette fois-ci, les bénéfices sont reversés à l'association Les Maisons de Vincent. Et les Maisons de Vincent, ce sont des maisons qui ont été créées par des associations pour s'occuper d'adultes, de jeunes adultes qui sont autistes. Et vous le savez peut-être, je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos, j'ai moi-même un enfant grand ado de bientôt 17 ans qui est autiste sévère. Et quand on voit à quel point on n'est pas aidé, à quel point les structures ferment, les structures sont réduites au lieu d'être augmentées, alors qu'on a toujours plus de cas, alors qu'on a toujours moins de place. Et du coup, quand on a des structures comme ça, qui sont vraiment très familiales, qui proposent de s'occuper de jeunes adultes, qui sont très touchés, parce que nous, on est démunis, et moi je trouve que c'est quelque chose de génial, et donc je vous invite vraiment à aller soutenir l'association Les Maisons de Vincent, qui mérite vraiment ce soutien de la part de Virginie Grimaldi et du livre de poche. Alors, même si c'est pour vous, si c'est pour faire plaisir, si c'est pour offrir à maman, à mamie, à tata, à mémé, peu importe, offrez-le, achetez-le. Si ça peut servir, je vous assure qu'on est vraiment en manque de structure pour l'autisme en France. On est mais hyper arriéré là-dessus. On a un manque cruel de personnes formées. Donc foncez pour soutenir ce genre d'association. Et en plus, vous allez... Franchement, c'est un petit plaisir. Ah, moi, j'adore ce genre de petit plaisir. C'est une bouffée d'air frais de lire ce petit livre tous les ans à sa sortie. Donc, je vous le conseille. N'hésitez pas, foncez. Faites-vous plaisir et faites plaisir à des personnes autistes en leur permettant d'être accueillies, en leur permettant d'avoir plus de moyens pour, grâce à votre achat. Voilà. Eh bien, j'espère que ce bilan vous a plu. J'espère pourquoi pas vous avoir donné quelques idées de lecture. En tout cas, le mois de mars s'annonce à peu près aussi chargé que celui-là. Donc tenez-vous bien, la prochaine vidéo va être aussi longue. J'espère en tout cas que ça vous a donné des idées de lecture. S'il y en a certains que vous avez lus, que vous avez envie de partager votre avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me contacter en MP ou quoi. N'hésitez pas, je suis là. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye.